Oui, bonjour. Quelle est la part dans la capture du CO2 par les océans des phénomènes physico-chimiques et des phénomènes biologiques? Quelle est la part respective de chacun? Alors, la quasi-totalité, c'est chimique et physique. C'est la plongée des eaux. C'est tout à fait mécanique, en fait, hein, mais l'océan s'équilibre, la pression partielle dans l'océan s'équilibre avec la concentration de CO2 dans l'air. Et ensuite, ce CO2, comme on l'a vu tout à l'heure, plonge avec la circulation thermohaline, il plonge dans l'Atlantique Nord, dans l'océan austral et est piégé dans les océans. La biologie a un rôle tout à fait mineur dans la régulation, dans l'absorption de ce phénomène. Peut-être 1% dû à la biologie. C'était comme le carbonate, la biologie. Jean-Pierre, il y a une question qui est liée probablement à cela, c'est est-ce qu'on peut prévoir le moment où on pourrait arriver à saturation, et est-ce qu'il y a un niveau de saturation dans la couche superficielle avant que la sédimentation par la pompe biologique ne diminue la concentration? Je crois que l'océan va continuer à absorber pendant longtemps. Parce que je crois que percevoir ce que tu veux dire, c'est-à-dire que si ce CO2 qui est en surface ne peut pas être éliminé suffisamment vite et disparaître de la surface. L'eau de mer a un potentiel d'absorber le CO2. Nous, pour nos expériences, par exemple, on arrive à faire de l'eau de mer à 30 000 ppm, enfin, ça ne pose aucun problème. Donc cette eau de mer a une capacité d'absorption qui est extrêmement grande et n'est pas limitée par l'export vers l'océan. En tout cas, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'anthropocène. On est vraiment dans l'anthropocène, absolument. D'ailleurs, le pH, c'est une des variables qui a été utilisée par Will Stephen et Rockstrom dans leur... Ils ont déterminé les frontières de la planète. Il y avait un certain nombre de paramètres qui ont été pris en compte pour déterminer ces frontières de la planète, et le pH de l'eau de mer en a été une d'entre elles. Oui, juste pour confirmer quelque chose, l'échelle de temps associée au transfert entre l'eau de surface et l'eau profonde, c'est donc le millier d'années, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc si on arrête du jour au lendemain le CO2 atmosphérique, pour revenir aux concentrations historiques, c'est ça, c'est des milliers d'années. C'est des milliers d'années, absolument. Parce qu'en fait, je crois que ça va répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. Le mécanisme qui permet de contrebalancer cette acidification, il en existe un qui a fonctionné à l'échelle glaciaire interglaciaire, c'est la dissolution des carbonates profonds. Mais ce mécanisme ne fonctionne qu'à l'échelle de à peu près 10 000 ans, 8-10 000 ans. Donc, alors que la perturbation qu'on est en train de faire en ce moment, c'est l'échelle de quelques centaines d'années. Donc ce mécanisme va se mettre en place, mais quand il se sera mis en place, il va falloir attendre un certain temps avant qu'il ait réglé le problème. Mais le problème va se régler inévitablement, parce que cette dissolution du carbonate de calcium, c'est ça qui contrôle en fait à l'échelle glaciaire interglaciaire, en tout cas en partie, le CO2 atmosphérique. Je reviens quand même sur cette notion de migration. Pour le moment, c'est la circulation thermohaline qui fait descendre le CO2 en profondeur. Donc, si on arrête totalement, je reviens à la question de là, si on arrête totalement, cette circulation thermohaline ne s'arrête pas. Donc on va quand même voir le carbone de surface qui va descendre au fond. Donc ça pourrait se traduire quand même par un impact, pas en milliers d'années, mais qui en dizaines ou centaines d'années, de diminution du CO2 dans l'atmosphère. Il y a une homogénéisation du CO2 sur toute la profondeur. Oui, ça, absolument. Donc ça peut quand même avoir un impact de réduction du CO2 atmosphérique. Non, pas des siècles, puisque là, le CO2, il met des dizaines d'années à descendre. D'après les figures que vous avez montrées. Quelques dizaines d'années. Oui, ma question, c'est que j'ai appris dans ma jeunesse que
le CO2 était fixé par les biologies, par les organismes en coquille calcaire, lesquels descendaient et étaient liés. C'est comme ça que sont les boucles des sédiments et que reflétait le CO2 rejeté par les volcans. Vous avez été mal éduqué comme moi, parce que la calcification, la fabrication de calcaire, c'est un mécanisme qui produit du CO2, pas un mécanisme qui fixe du CO2. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la dissolution du calcaire qui est profond qui va fixer du CO2. La fabrication de calcaire, c'est Ca plus 2 bicarbonate donne du CaCO3, de l'eau et du CO2. Et moi-même qui travaillais sur la calcification des coraux quand j'ai fait ma thèse, j'étais absolument pas averti de ça, et donc j'ai parlé à des géochimistes, Bob Meyer ou Ali Broker, et qui m'ont appris qu'en fait c'était absolument pas le cas. La calcification est un mécanisme qui génère du CO2, et pas qui en fixe. Ça fixe du carbone inorganique, mais pas du CO2. Donc les petites bestioles qui sont dans les roches, elles se sont fait piéger. Et c'est pas elles pour fabriquer le calcaire qu'on trouve dans les pierres. Si, elles ont fabriqué ce calcaire, mais quand elles ont fabriqué ce calcaire, en fabriquant ce calcaire, elles ont produit du CO2. La calcification, donc, c'est des ions calcium qui se fixent à 2 ions de carbonate pour donner du CaCO3, le calcaire, plus de l'eau, plus du CO2. Donc, quand on fabrique du calcaire, on rejette du CO2. Mais quand on fait la balance du carbone inorganique, c'est vrai qu'on a fixé du carbone inorganique parce qu'on a fait disparaître 2 bicarbonates et on n'a rejeté qu'un CO2. Donc la balance, c'est quand même d'avoir fixé 1 mole de carbone inorganique. Mais on a fabriqué du CO2. Et c'est le mécanisme inverse, la dissolution du CaCO3 en calcium et du carbonate, qui fixe du CO2. Mais j'avais la même... je ne suis pas du tout étonné. Parce que ton 2H2CO3 moins, il a été formé par du CO2. Il a été formé par du CO2 à terre. Et c'est l'apport, ce système-là est apporté par les rivières en fait, hein, le bicarbonate. Par les rivières, les fleuves et les rivières. Je parle du mécanisme qui se passe dans l'océan. Oui, on fait des bilans CO2 dans l'air et dans l'eau, mais quand il y a une molécule de CO2, il doit y avoir des échanges de CO2 entre l'air et donc quand il y a une molécule de CO2 qui va dans la mer, j'ai bien peut-être je peux avoir une molécule de CO2 qui quitte l'océan. Ça c'est fort important parce que il y a des gens qui disent, vous voyez, quand je fais de l'analyse isotopique du CO2 dans l'atmosphère, je vois qu'il y a relativement peu de CO2 anthropique, hein, puisqu'on peut faire une différence entre le CO2 anthropique et le CO2. Donc vous voyez bien que j'ai peu de CO2 anthropique dans l'atmosphère, ce qui veut dire que le CO2 que j'ai émis, eh bien, il ne reste pas tellement dans l'atmosphère. Mais en fait, le raisonnement est probablement faux, parce que ce CO2 anthropique, il y a une partie qui va dans la mer, et il y a une partie de celui qui va dans la mer qui est remplacé par du CO2 qui sort de l'eau. Oui, alors, bien sûr. Ça, dans la controverse avec les sceptiques, c'est important. Il y a des échanges dans les deux sens, bien entendu. Dans les deux sens. Et quand je dis 25% du CO2 atmosphérique se retrouve dans l'eau, c'est un bilan net, évidemment, qui prend en compte ce qui est rentré et ce qui est sorti. On fait le bilan net. Et il y a des zones qui, effectivement, rejettent du CO2. Par exemple, quand on a des remontées d'eau profonde, la côte californienne, Oregon, etc., quand il y a la saison des upwelling, là, en août, septembre, octobre, on a des quantités de CO2 très importantes, beaucoup plus importantes que l'atmosphère, donc ça dégaze, il y a du CO2 qui rentre dans l'eau. Mais quand je parlais tout à l'heure, je parlais du bilan net. Absolument. Et ce bilan net, encore une fois, n'a aucune chance d'être dans l'autre sens. Ah non, non. Bien, il n'y a pas d'autres questions. On va remercier l'orateur parce qu'on a récupéré...